Bonjour, je suis Baptiste Montera et je vais vous présenter un aperçu de quelques travaux de recherche dans l'adaptation des jeux sérieux et la ludification. Pour commencer, je vous propose un petit tour d'horizon des éléments qui peuvent être adaptés dans les jeux. Une première solution, pour guider les joueurs selon leur niveau, est de leur apporter une aide adaptée. On veillera à délivrer l'aide seulement lorsque c'est nécessaire et sur les points de blocage. Comme les jeux incarnent souvent des aventures narratives, la narration est un autre élément des jeux qui peut être adapté. Ces jeux qui visent à l'apprentissage, qu'on appelle aussi jeux épistémiques, intègrent toujours un aspect ludique et un aspect éducatif. Les éléments du jeu peuvent alors être adaptés suivant ces deux aspects. Le fait de traiter les aspects ludiques et éducatifs indépendamment permet plus de liberté. Mais ce n'est pas toujours possible. Par exemple, dans le cas de l'assistance, on peut très bien distinguer une aide qui concernerait les contrôles du jeu et une aide relative aux connaissances à mobiliser pour réussir. Chaque type d'aide n'interviendra que si nécessaire, de façon indépendante. En revanche, la narration d'un jeu épistémique et son scénario pédagogique sont deux facettes d'un même élément de jeu. L'un ne pourra généralement pas être modifié sans l'autre. Dans d'autres travaux de recherche sur les jeux, c'est le comportement de l'adversaire qui a été adapté pour ajuster la difficulté. Dans d'autres encore, c'est le rythme du jeu qui a été affecté pour s'adapter au temps de réaction de chacun. Un autre élément qui est parfois adapté, c'est l'environnement dans lequel le joueur évolue, et ce grâce à la génération procédurale. La génération procédurale rencontre déjà un succès important dans plusieurs jeux commerciaux. Je pense en particulier aux jeux de type roguelike, dans lesquels les donjons et souterrains à parcourir sont renouvelés à chaque partie, ou encore aux jeux de type bac à sable orientés exploration, tels que le célèbre Minecraft. Concernant l'adaptation, on peut citer l'exemple de Pedersen et ses collègues qui ont cherché à analyser les émotions des joueurs, telles que la frustration ou l'ennui, puis à générer des niveaux du jeu Mario en fonction de ces émotions, en affectant des paramètres tels que le nombre de fossés et leur largeur. Enfin, lorsque les quêtes et les missions proposées dans le jeu sont indépendantes, elles constituent un autre élément qu'on peut adapter aux joueurs. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, et il reste plusieurs éléments dont je n'ai pas parlé. Les techniques et modèles utilisés pour l'adaptation sont très nombreux. On utilise par exemple les moteurs de règles, les matrices de décision ou encore les algorithmes d'apprentissage automatique. Je ne rentrerai pas ici dans le détail des modèles utilisés, mais je vous donne deux références, une en français et une en anglais, qui donnent un bon aperçu. On note que, dans la majorité des cas, l'adaptation vise à ajuster le niveau de difficulté, que ce soit en apportant de l'aide ou en délivrant des connaissances qui correspondent au niveau de maîtrise de l'utilisateur. Cependant, on peut aussi prendre en compte les types de joueurs des utilisateurs. Et je vais présenter cet aspect un peu plus en détail parce que c'est l'un des rares à être réellement spécifique aux problématiques des jeux. Les préférences vis-à-vis des mécaniques de jeu sont très diverses. Certains préfèrent l'action, d'autres la coopération, tandis que d'autres cherchent plutôt l'exploration. Dans le domaine du divertissement, il existe des jeux et des jeux vidéo de tous les genres, de telle sorte que chaque public trouve son jeu. Quand un studio développe un jeu de tir par exemple, il aura vocation à plaire avant tout aux joueurs qui aiment les jeux de tir. Cependant, avec les jeux sérieux, ce n'est pas toujours le joueur qui choisit son jeu, mais plutôt le jeu qui choisit ses joueurs, en fonction du public ciblé. Par exemple, si il s'agit d'un jeu pour apprendre la physique, le public sera probablement un groupe d'écoliers ou d'étudiants en physique. Dans ce cas, le jeu devra réussir à toucher ce public ciblé dans toute sa diversité. Pour prendre en compte la diversité des types de joueurs, il existe trois grandes stratégies. La première idée consiste à utiliser des mécaniques de jeu très diverses et nombreuses, afin que chaque joueur retrouve au moins une mécanique qui lui convient. Cette méthode est la plus simple à mettre en œuvre, et elle est plutôt répandue actuellement dans le contexte de la ludification. De nombreux sites veillent à intégrer à la fois un suivi de la progression des utilisateurs, mais aussi de la compétition et des espaces de collaboration. Il faut quand même utiliser cette approche avec précaution, parce qu'elle présente deux inconvénients majeurs. Tout d'abord, à vouloir intégrer toutes les mécaniques de jeu, on risque d'en avoir trop,
D'un côté, avec la ludification, un environnement d'apprentissage trop ludifié risque d'avoir une interface utilisateur chargée et difficile à utiliser. Et d'un autre côté, avec les jeux sérieux, un environnement trop porté sur le jeu risque de laisser une place trop faible à l'apprentissage. Ensuite, il y a un risque important de démotiver les utilisateurs. En effet, si les mécaniques de jeu ont un effet positif sur l'engagement des apprenants lorsqu'elles correspondent à leur profil, elles peuvent avoir un effet négatif lorsqu'elles ne correspondent pas à ces profils. Par exemple, une mécanique compétitive repoussera un apprenant qui n'aime pas la compétition. La deuxième approche est de s'adapter selon le public visé. Ça consiste à prendre en compte la majorité en identifiant les caractéristiques dominantes de la population. Cette approche fonctionne bien lorsque la population est homogène. Par exemple, il a été démontré que les personnes âgées préfèrent ne pas avoir de contraintes de temps dans les jeux. Ainsi, si notre cible est une population âgée, eh bien nous devons nous passer des activités chronométrées dans le jeu. Alors évidemment, cette approche atteint vite ses limites, notamment lorsque la population n'est pas homogène. Dans cet exemple illustré, on voit bien que si on contente la majorité en intégrant des mécaniques collaboratives, c'est la moitié des joueurs qui ne sera pas satisfaite. Cette limite nous amène donc à la troisième approche, prendre en compte les profils en proposant des variantes du système adaptées à chaque individu. Chacun aura alors les éléments de jeu qui lui convient. La principale limite de cette approche intervient dans le contexte multijoueur, car il n'est pas toujours possible de jouer ensemble lorsqu'on suit des règles différentes. En dehors des aspects multijoueurs, cette approche est la plus efficace. Elle pose cependant un certain nombre de difficultés supplémentaires sur lesquelles les chercheurs travaillent actuellement. Voici alors les principales questions de recherche à l'étude. Il y a tout d'abord un travail important à fournir sur les modèles de joueurs pour identifier les caractéristiques et les profils pertinents pour l'adaptation. Pour construire ces profils, on peut notamment passer par des questionnaires. Une méthode efficace, mais plutôt intrusive, et pas toujours possible à mettre en œuvre. On cherche alors à s'appuyer sur les traces d'usage des jeux comme source d'information des profils. Il en découle tout un ensemble de problématiques sur l'analyse de traces. Du côté des jeux, on cherche à identifier quels éléments de jeu peuvent être modifiés sans affecter la cohérence du jeu. On travaille par exemple sur l'intelligence artificielle qui gère le comportement des personnages non joueurs, ou sur les moyens de délivrer des feedbacks. Enfin, il faut construire les modèles d'adaptation qui déterminent quels paramètres de jeu sont adaptés à quel profil de joueur. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.